Bienvenue à toi dans le bonus de C'est quoi ta ref, épisode consacré aux répliques cultes. Et pour ce premier bonus, nous avons eu le plaisir de recevoir David Honora et Hugo Alexandre de la chaîne Calmos. Si on était à la télé, le bandeau sous leur nom serait spécialiste en comédie française. Leur format rigolo sur YouTube décortique ce qui fait justement la comédie française dans son ensemble. On vous invite vraiment à aller voir leur travail, c'est top. En attendant, je vous laisse avec ce bonus et cette première fameuse question, c'est quoi ta ref ? Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. En fait, moi, j'ai pas une réplique culte en particulier. C'est plus, j'ai des moments dans les films qui me font rire parce que quelque chose de drôle est dit, mais dans une situation, et c'est pas forcément des trucs très qui claquent forcément beaucoup, comme chez Michel Audiard, quoi. Ça peut être, par exemple, dans La Chèvre, à un moment, il dit curieuse méthode. Et c'est une phrase qui n'a aucun intérêt en fait, mais que je sors souvent dans la vraie vie parce que je trouve que cette phrase me plaît en soi, et c'est parce qu'il répond à c'est une scène où je sais pas si vous avez vu La Chèvre, c'est un PDG dont la fille est très très malchanceuse, et elle s'est perdue au Mexique, ou elle a été enlevée au Mexique, enfin on ne sait pas. Et le psychologue d'entreprise envoie, a l'idée d'envoyer pour aller à sa recherche le mec le plus malchanceux qu'ils connaissent, qui est un employé de l'entreprise, et donc qui est escorté par un vrai détective. Donc le mec malchanceux, c'est Pierre Richard, et le détective, c'est Depardieu. Ils y arrivent pas en fait, ça marche pas le truc. Et à un moment donné, le psychologue appelle Depardieu et dit: ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un avion et vous allez tourner autour de la zone. Et comme ça, vous allez retrouver la meuf, parce que sûrement vous allez vous écraser et tout. Et donc Depardieu explique ça à Pierre Richard, et lui dit curieuse méthode. Et j'adore cette simulation après de toutes les chutes et toutes les mais oui, c'est ça. En fait, c'est la réplique, elle claque bien parce que c'est dans cette situation-là. Ils veulent pas admettre que c'est foutu. Et qu'est-ce qu'ils disent? De vous mettre dans un avion et de faire des ronds au-dessus de la forêt. Curieuse méthode. Ouais. Et donc, voilà, ce genre de réplique, ça me plaît, mais après, je pourrais pas dire que c'est la meilleure réplique de l'histoire du cinéma. Quoi. Le c'est quoi ta ref, c'est un truc purement subjectif. Okay, voilà. Et tu l'utilises dans la vie de tous les jours? Oui, mais en fait, souvent je balance des répliques, mais personne ne la capte parce que juste, il faut avoir vu le film. Curieuse méthode, c'est pas dans les plus connus non plus. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que personne ne dit jamais curieuse méthode parce que c'est vraiment une phrase particulière. Mais est-ce que c'est pas les meilleures répliques quand tu le dis et que toi qui comprends quelque part? C'est bien d'avoir un petit public à côté. C'est mieux que ça, c'est que les gens qui ont vu La Chèvre et qui l'ont vu suffisamment de fois pour capter le truc long, et en fait du coup c'est une sorte d'élite de la réplique culte. Tu es l'élu. Une petite marque de reconnaissance. C'est ça, ouais. Mais moi justement j'ai justement pas trop la culture des répliques cultes, c'est même plutôt quelque chose qui me saoule. C'est-à-dire que typiquement il y a rien qui me saoule plus que les gens qui vont te réciter les films, quoi. J'ai un exemple précis, c'est... Ça sent le Kaamelott, non? Alors Kaamelott c'est un très bon exemple aussi. C'est pas l'exemple que j'avais en tête, mais j'avais passé, je crois que c'était pendant une semaine d'échange en Espagne il y a de longues années. Et en fait j'étais dans une sorte de groupe de Français, et il y en avait un qui regardait Brise de Nice en boucle, et donc il disait pas je t'ai cassé quand même. Il disait je t'ai cassé en boucle. Marion, quoi? Je fais une yellow ce soir, ça te dirait de pas venir? T'es cassé. Dégage. Du coup j'ai pas trop moi le rapport de la réplique culte de les retenir, de les ressortir, etc. À cause d'un voyage en Espagne. À cause notamment de cette terrible mésaventure. Aussi, je pense que j'ai pas trop la mémoire en fait des répliques cultes. C'est-à-dire que je suis sensible aux bonnes répliques au moment où je la vois dans le film, mais c'est pas quelque chose qui m'accompagne tant que ça. En fait, du cinéma, j'ai une mémoire beaucoup plus visuelle en fait. Moi, ce que je retiens des films, c'est des plans et c'est des trucs d'ambiance, et donc je vais souvent
avoir des impressions de déjà-vu dans la vraie vie, mais plutôt visuelles, de me dire tiens ça me fait penser à tel film, ça me fait penser à tel film, mais très peu par la réplique. Et parfois, même des films que j'adore, et j'ai le truc inverse de Hugo, quelqu'un va essayer de chercher la marque de reconnaissance, me dire une réplique d'un film, même que je connais, j'ai aucune idée de ce que je suis ton père, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, mais du coup, c'est pas élégant de demander un feedback de la part de la personne qui sort la réplique. Justement, il faut que ce soit transparent. Oui, mais même si c'est transparent, tu sais que parfois il y a un petit moment de gêne. Enfin, surtout quand la personne à qui tu parles est censée connaître le film ou est censée être cinéphile. Et moi, vraiment, la réplique... En fait, il y a un certain nombre d'informations dans les films que je ne retiens pas. Typiquement, le nom des personnages. Moi, je peux regarder un film entier, j'ai aucune idée de comment s'appelle le personnage. Mais moi, je me dis, même dans la vraie vie, j'arrive pas à retenir le nom des gens. Après, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui stockent certains types d'informations, par exemple les noms des gens, les dates. Moi, je stocke pas l'information, donc je ne sais jamais. On me dit, tu sais quoi en 2013 ? Ben, j'en sais rien. Alors, je peux me situer par rapport aux Coupes du Monde, ou comme ça. Mais, donc, j'ai vraiment pas ce truc, et je pourrais pas trop déclamer un monologue. J'ai des trucs courts, parfois que j'aime bien. Je sais que certains dialogues comiques vraiment conçus comme tels. On parlait de Francis Weber. Moi, par exemple, la scène dans le dîner de con, Juste Leblanc, etc. Je sais que c'est le dialogue qui me fait rire. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Mais, je vais pas le citer dans la vraie vie. Et deux, c'est quand même pas ma porte d'entrée principale dans les films. Donc, en revanche, les étudier, essayer de voir comment ça fonctionne, comment tu écris un dialogue, et toutes les questions autour de est-ce que ça doit sonner vrai, est-ce que ça doit sonner cinéma ou pas, etc. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Moi qui aime aussi un cinéma français, notamment certains films de la nouvelle vague, où on va trouver que la manière dont le texte est dit est particulier, dérangeant, presque faux, décalé par rapport à la réalité, typiquement les films d'Éric Rohmer par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je m'intéresse à comment ça sonne en fait. C'est une type de musicalité, mais c'est ce qui fait aussi, je pense, dans les répliques cultes, c'est le fait que ça sorte un petit peu de la vie de tous les jours. C'est pas une phrase comme curieuse méthode, on va pas le dire dans la vie, et c'est peut-être ça qui fait aussi que c'est culte. Ouais, certainement. Ou le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. C'est ça qu'on n'entend pas tous les jours, quoi. Non, ce serait bizarre de s'énerver dans la rue comme ça. C'est clair. Ce que voulez-vous. Ce qui est bien, c'est que notre deuxième question, tu vois, c'était est-ce que vous êtes du genre à utiliser les répliques dans la vie de tous les jours? Bon, David, on a dit non. Non, mais ouais. Non, c'est la classe américaine, le truc. Chez les Vénitius. J'aime pas les fans de la classe américaine parce qu'il est. Mais c'est vrai que quand tu sors cette phrase-là, effectivement, ça fait très très bizarre dans une conversation. Enfin, tu peux pas faire autrement que de la remarquer. Après, et d'ailleurs, on en a parlé dans la vidéo qu'on a fait sur les tons flingueurs. En fait, il y a certaines répliques qui vraiment transcendent le truc et rentrent dans le langage commun, dans le langage collectif. Oui. Et donc l'exemple qu'on donne, c'est il y a de la pomme ou il y a un goût. Je sais même pas bien la citer. Il y en a. Enfin, la réponse, la partie intéressante, je trouve, de la réplique, c'est il y en a. Je lui trouve un petit goût de pomme, il y en a. Et on dit que ça, c'est un truc, tu peux pas goûter un alcool fort à un moment sans que quelqu'un te sorte cette référence. Tu vois, par exemple, il y en a, ça peut être une réplique qui passe partout, alors que c'est pareil, c'est une phrase très très particulière, et tu peux la citer dans la vie quotidienne. J'y trouve un goût de pomme. Il y en a. Et effectivement, et en fait, ce que je veux dire, c'est que cette référence, elle est associée à la situation, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Un autre exemple, mais qui est peut-être moins commun comme réplique, mais
Et c'est pas vraiment une réplique d'ailleurs, c'est une chanson, mais si t'es sur un télésiège qui s'arrête, le fait de chanter Étoile des neiges et tout, enfin c'est un truc, c'est rentré dans les mœurs. Et il y a un truc qui l'amène comme une évidence, et limite tout le monde se regarde, tu peux pas te retenir. En fait, il y a ce truc-là, je suis d'accord. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y en a, ils vont la citer alors qu'ils ont même pas vu le film, par exemple. C'est ce qui se passe. Bien sûr. Dans beaucoup de répliques qui ont dépassé plus que le film, quoi. La réplique a survécu au film. Et pourquoi tu chantes ça? Mais ce qu'on disait sur Curieuse Méthode ou sur Il y en a, moi ça me fait le même avec, je me suis rendu compte là en parlant, avec le j'écoute dans SS. Il dit juste j'écoute. Bah, c'est pareil, quand je suis en conversation et tout, j'ai quelqu'un qui me dit il faut que je te dise un truc, je dis juste j'écoute. C'est pareil, c'est quelque chose qui va dans le contexte. Moi je dis souvent habile, par exemple. Habile. C'est clairement habile. Et c'est vrai que certains mots parfois vont déclencher le dialogue, ou tu vois, je pense c'est une bonne situation, ça scribe, machin. Enfin c'est des trucs qui vont parfois être déclenchés par le mot, par exemple situation, il n'y a pas de bonne mauvaise situation. Alors sur ça j'ai un truc à dire, c'est que objection, votre honneur. Parlez. Je trouve que c'est pas un bon monologue. Si c'est un très bon monologue, mais il y a le mec qui fait du biathlon là, comment il s'appelle? Et c'était pas Martin Fourcade qui refait tout le truc. C'est un petit côté un peu gênant qui me déplaît. C'est exactement ce que je pointe. C'est de la poésie. C'est que le problème des gens, c'est que c'est pas Edouard Baird. C'est pas du Jardin. En fait, quand ils refont les répliques, ils les font mal. Oui, c'est en ça. fait, c'est ça. C'est comme si tout le monde se sentait légitime à chanter. À tout le monde chante en disant pourquoi je chante. Non, mais en plus il y a un truc en plus sur le monologue d'Edouard Baird, c'est que c'est une impro en fait, c'est pas un truc écrit. En plus, restituer à la virgule près une impro, je trouve ça hyper bizarre. Franchement, le truc de Martin Fourcade, au final c'est long. Parce que la réplique elle est longue. Bon bah ok, on sait que tu la connais quoi, mais c'est tout. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste. Non, mais c'est sympathique. Mais en fait, au bout de 10 secondes, tu te dis, ok, bon, bah, je vais peut-être. C'est vrai que la réplique culte, du coup, elle est plus cool quand c'est comme un clin d'œil, quoi. On dit la phrase et qu'il y en a un qui dans une salle de 20 personnes, il y en a un qui a reconnu. C'est vrai qu'il y a ce truc là avec la réplique, quand il y a quelqu'un que tu vois dans les yeux tout de suite qui te regarde, qui te fait mais tu peux te sentir seul s'il y a personne, par contre. Ça arrive. Et il y a un autre aspect. Alors, c'est vrai que quand on parle de réplique culte, on pense souvent à la comédie ou à la limite au film d'action, parce que voilà, il y a les punchlines. Mais parce que c'est des punchlines comiques presque. C'est ça, et c'est des trucs souvent courts et qui fonctionnent bien. Et moi, en fait, dans les dialogues, il y a des choses que j'aime aussi dans le drame. Souvent ça va être des monologues, et en fait mon rapport à la réplique va être de plutôt vouloir revoir l'original, de revoir le passage. Par exemple, je pense dans un film de Truffaut, la sirène du Mississippi, il y a un dialogue entre Belmondo et Catherine Deneuve, et notamment une sorte de tirade de Belmondo que je trouve très belle, que je connais pas par cœur, mais que j'aime bien revoir. C'est pas nécessaire de la connaître. Surtout ça à replacer après, c'est compliqué. C'est ça. Mais si, c'est comme Belmondo avec. T'imagines. Tu dis, t'as des yeux. C'est comme expliquer une blague. De petit lac marron clair, bon, si elle a les yeux bleus, ça ne sert à rien. Déjà. C'est comme expliquer une blague, quoi. Ouais, c'est pire. C'est bien un petit peu de ça. Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez de le premier souvenir que vous avez d'une réplique culte? Que vous êtes dit, cette réplique, elle m'a marqué. Peut-être quand on était enfant, par exemple. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'étais une personne différente. Et j'avais un rapport à la réplique culte un petit peu différent. Et donc là, peut-être enfant, j'avais une réplique culte que j'aimais bien. C'est dans le film, je sais plus si... on l'a coupé dans la FAQ. À un moment, on parlait des films qu'on a le plus vus dans notre enfance. Moi, le film que j'ai le plus vu jeune, enfant, c'est Un Indien dans la ville. Donc voilà, ça marque une génération. RIP tonton David au passage. Et en fait, il y a une réplique dans Un Indien dans la ville, c'est Tim Seat c'est un running gag en plus, je crois qu'il le dit plusieurs fois. On est mal. Et ça, enfant, je le disais quand il y avait une galère, je le disais dans la vraie vie. On est mal. On est mal. On est mal. On va être mal. On est mal. On est mal.
on est mal. Tu te détesterais donc enfant en fait. C'est actuellement. Après, des trucs un peu vintage. Ouais, c'était pas vintage à l'époque. Non, c'était complètement... Non, mais c'est ça peut retrouver un nouveau Oui, charme. d'accord. En plus, Un Indien dans la ville, je pense, a pas séduit les nouvelles générations. Les gens. C'est un film, effectivement, c'est un film. vrai. C'est marqueur d'une époque spécifique. Ouais. C'est quand même un Indien dans la ville. Ouais. Non, mais je le montre aujourd'hui à quelqu'un de 18 ans, il me regarde, il me fait c'est long, non? Mais comme toutes les comédies des années 80-90, non? Enfin, je fréquente peu de gens de 18 ans. Tu citais La Chèvre tout à l'heure, je pense qu'en vrai aujourd'hui La Chèvre trouverait presque plus son public qu'un Indien dans la ville, bizarrement. Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu, bon, il se casse la gueule et tout. En vrai, quelqu'un qui tombe, ça fait toujours rire. Ça dépend. 18 ans, je sais pas, mais peut-être 10-15 ans. Enfin, La Chèvre, c'est marrant parce que c'est quelqu'un de maladroit. C'est aussi un meilleur film qu'un Indien dans la ville, je pense. Oui, déjà de base. mais je me pose une question pour un film peut-être encore plus culte et plus marqueur des années 90, c'est Les Visiteurs. Moi, je pense que Les Visiteurs, ça tient plutôt la route. Le dernier? Le premier. Il a un peu vieilli, mais ça reste. C'est un bon exemple. Je trouve que c'est vraiment un truc où j'ai du mal à me positionner aussi si ça peut encore faire rire à quelqu'un qui le découvre aujourd'hui. Et Sarrazin, je sais pas. Ah bah certainement cette scène-là. Ça marcherait peut-être plus, ouais. Mais le truc aussi d'un Indien dans la ville, c'est que c'est aussi plutôt un film pour enfants. Enfin, en tout cas, il y a un personnage d'enfant qui fait que enfant tu t'identifies. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas une comédie non plus à se taper sur la cuisse. Quoique il y a des. Quand même. Mais je pense que je l'ai pas vu depuis 20 ans. Mais moi non plus. Et en fait, c'est marrant que tu cites ce film parce que c'est aussi l'un des premiers films dont je me souvienne en comédie française et en réplique culte. Moi, je me souviens de plein de répliques, genre Wakatépé, Baboun. Mais Wakatépé, Baboun, je vois pas où tu le places. Dans la vie. Tu sais, quand tu fais un. Sur le bon coin, en fait, tu dis un truc sur le bon coin. Tu dis 40 € ma sorbetière, Wakatépé, Baboun. Qu'est-ce qu'il me veut, ce monsieur? À la fin d'un entretien d'embauche. Ça se tente. Wakatépé. Ça se tente, moi je pense. Ouais. Mais bon. Donc toi, Hugo, ça serait ça aussi une réplique? Bah ouais, en fait, j'avais pas vraiment de réponse à la question et c'est vrai que j'arrive pas à remonter plus loin qu'un Indien dans la ville. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un souci quand j'étais jeune, c'est que je regardais jamais les bons films. C'est-à-dire que dans la cour de récré, il y avait des répliques qui sortaient, et moi, je savais pas ce que c'était. Donc, par exemple, Les Visiteurs, je crois que je l'ai vu beaucoup trop tard, par exemple. Ah, c'est ça, jour nuit. C'était ça, putain. Mais oui, j'ai la ref. C'est ça, le hockey, d'accord, putain. Ouais, donc, ouais. Je me souviens d'avoir vu un Indien dans la ville. Et ça, par exemple, le hockey, très énervante réplique des gens qui l'arrêtent. Surtout qu'ils essayent d'imiter Clavier. Bah oui. Et une chance sur 23 que ça foire. T'as le jour-nuit aussi. Le jour-nuit, des gens qui savent pas s'arrêter, tu sais, avec l'interrupteur jour. C'est long. Toute la soirée, le mec si qui fait. C'est vrai, ouais. Il y a un truc comme ça, alors j'adore les nuls et j'adore tout ça, mais il va faire tout noir. C'est ce que j'allais dire. Ta gueule, ouais. J'en peux plus. Ah bah le ta gueule, hein, ça c'est une grande question, on en a parlé dans un de nos épisodes. Oui, ouais. On a vu ça. C'est un point, c'est le point français, quoi. Le point final d'une phrase. C'est ça. Vous allez le mettre dans le syndrome de Chambord? Le ta gueule? Bah non, hein. Enfin, vu ce qu'on en dit, on n'est pas très fan. Ou alors on peut faire une manière post-moderne de faire un ta gueule. Genre via une chaîne, via la télé, dans le fond, quoi. Ouais, non, ou peut-être une scène où c'est obvious qu'il va y avoir un ta gueule et on fait différemment en fait. Ouais. On désamorce. Mais c'est vrai que après certains sont bien exécutés et sont drôles. Oui. Même en fait un ta gueule académique peut être réussi. Parce que il y a des juges, j'imagine. Non, mais aujourd'hui, peut-être dans les années 90, ça pouvait passer, mais aujourd'hui, c'est tellement systématique que non, ça marche plus. Ta gueule. J'en ai vu un. Alors, comme j'essaye d'être un peu jeune, je me suis inscrit sur TikTok. Je suis désolé, mais cette phrase, elle est déjà être très âgé. Et en fait, sur TikTok, il y a toutes sortes de choses. Et il y a notamment des extraits du Burger Quiz. Ouais. Et il y a un ta gueule délivré par Jérôme Commandeur. Je crois Jonathan Cohen ou je ne sais plus quoi. Et c'est plutôt un bon ta gueule, quoi. Je suis curieux de voir ça. Ok. On est parasites. Algérie, faites du bruit. Fermez vos gueules. Voilà. Il y a Alain qui parle. Pardon, Alain. Merci, Jérôme. Oh, t'es relou. Ok. Allez. Et on va revenir à la base des répliques cultes. Au fond, c'est quoi une réplique culte?
De 2 heures. Non, bah, en fait, mine de rien, une réplique culte, c'est une réplique avec laquelle les gens nous saoulent. Enfin, je veux dire, c'est pour arriver à ce point. Enfin, en fait, je dis ça négativement, mais en même temps, enfin, c'est juste moi qui suis relou mais en soi, si tout le monde la reprend, etc. C'est parce qu'elle est culte. C'est justement parce que elle est partagée et qu'elle est populaire en fait. Enfin, et elle fait l'objet d'un culte. Parce voilà. Étymologiquement, la culte, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Du coup, ça peut être super subjectif aussi. Ça peut être une phrase hors de propos, mais que tu partages avec quelqu'un et qui te fait rire à ce moment-là précis, et que tu vas le citer tout le temps. Est-ce que c'est bien culte pour toi ? Si c'est que toi, c'est pas culte. On vous le faire ton culte avec un hôtel chez toi. Mais non, je pense qu'il y a une notion de nombre en fait. Il faut que tout le monde sache de quoi il s'agit. Mais tu peux avoir aussi il y a des sous-chapelles, des petites. Par exemple, je sais qu'il y a des films, il y a une comédie française qui est pas si connue que ça, mais dont les fans sont hyper fans. Par exemple, c'est Les Founes. C'est une sorte de comédie musicale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Un Foun tout court. Foun tout court. Ouais. F2ON. C'est une sorte de pseudo-pastiche parodie de teen movie américain et un peu en comédie musicale. Et c'est très typé, très, très spécial. Ceux qui sont fans de ça, je sais pas si on aura parmi les auditeurs, mais il y a un groupe Facebook. Il y a sûrement un groupe Facebook. Vont connaître les répliques par cœur. Après, tu peux être en fait sur des trucs un peu plus en marge, et en fait juste suffit d'avoir la communauté qui va partager ça, quoi. C'est comme les fans de Kaamelott, sont-ils si nombreux? Je crois que si, quand même. Je m'identifie. Plus que ceux de Foun. Moi perso, je suis plutôt très fan de Kaamelott, mais tu vois, je m'identifie pas forcément à ceux qui sont répertoriés comme fans de Kaamelott, parce que c'est vrai que. Oui, mais c'est déradicalisé, ça. Oui, mais c'est vrai, en vrai, t'as raison. Vraiment des mecs qui sont. Si on nous prend hors contexte, j'ai l'impression qu'on fait une émission politique. Mais c'est vrai, c'est des radicaux. Non, mais c'est vrai. Quand on est. Mais en même temps, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, Kaamelott est noyauté, blindé de répliques cultes, qui, je pense, même dépasse, en fait, rentre dans le langage commun même d'Internet, avec les gifs, etc. Ça peut aller jusqu'au point où certains vont partager des répliques sans forcément avoir vu le truc original. Ouais. Enfin, je pense qu'on est dans un truc où t'es presque sur le prototype des répliques cultes, en plus à une époque où c'est renforcé par des moyens de communication qui sont partout. C'est-à-dire que c'était pas pareil, en fait, les répliques cultes de l'époque de la cour de récré. C'est pas le même mode de diffusion. Oui, d'ailleurs, chez les adultes, comment ça se diffusait la réplique culte ? À la machine à café ou c'était l'oncle au repas de famille qui faisait une imitation. Comme le Covid. C'est toujours le cas en même temps. Et c'est vrai que sur ce que tu dis, j'ai l'impression que la réplique elle va devenir culte plus rapidement. Avec les réseaux sociaux ou sur un TikTok, je sais pas, je pense à Squid Game comme ça. Il y a des trucs, c'est à peine sorti que c'était, il y avait des phrases qui étaient sorties cultes et tout ça. Alors qu'avant, je pense que c'était pas aussi rapide, quoi. Et donc, il y a vraiment ce phénomène. Il y a sur, par exemple, en fait, chaque série qui a un gros écho réseaux sociaux est découpée en mèmes dans les heures qui suivent la diffusion, quoi. Euphoria, par exemple, récemment, chaque épisode va générer des mèmes. Donc parfois c'est des répliques, parfois c'est juste des images, etc. Mais voilà, il y a certaines répliques qui sont immédiatement. Sauf que peut-être que justement le culte est plus éphémère aussi. C'est-à-dire que ça va durer une semaine. C'est ce que j'allais dire. On évalue la puissance du culte à combien de temps ça dure dans. Sortez les carnets. Atmosphère, ou bizarre, vous avez dit bizarre, ça se pose là parce que C'était il y a très longtemps. Et encore dans les cours de récré, je suis sûr qu'il disait. Bizarre. C'est trop bizarre. Non, je sais pas. Oui, en fait, c'est vrai que pour durer dans le temps et toucher toutes les générations, c'est un. En plus, sur Twitter ou Internet en général, c'est plutôt l'image qu'on retient. Enfin, c'est moins les répliques. Mais il y a un peu ça, mais il y a quand même la réplique. Hein. Là, sur Euphoria, il y a des répliques. Surtout que, par exemple, sur TikTok, ils vont reprendre le son et ils vont faire des trucs par-dessus et tout ça. Mais aussi, je pense que ça dure plus dans le temps parce que les films, ça va être les parents qui vont montrer. Et donc, c'est les parents, ils vont avoir de base la réplique culte parce qu'ils ont aimé le film. Et après, ils vont montrer à leur enfant. Ils disent, regarde, on dit ça parce que c'est ça. Et donc, peut-être qu'il y a une chance sur 6 que l'enfant, il va reprendre cette réplique culte, quoi.
Ouais, il y a la télé aussi. Alors, je sais pas si les jeunes regardent la télé. Ça fait vraiment émission de boomer. En fait, tu viens de dire la phrase. Je sais pas si les jeunes regardent. Bah, en vrai, ouais. Enfin, je sais pas. Dans quel on dit le poste. Le dans quelle mesure les enfants sont sensibilisés au Père Noël est une ordure ou des choses comme ça. Parce que pendant que leurs parents regardent ça le mardi soir. Ou peut-être que les parents regardent plus non plus la télé, mais peut-être que pendant ce temps ils regardent TikTok ou Internet et non, mais de toute façon tout est glissant. C'est-à-dire que là par exemple j'ai vu que LOL était arrivé sur Netflix et il y a toute une génération qui est un peu plus jeune que moi en tout cas, pour qui c'est le film du début de l'adolescence et qui dit wow, oh là là, nostalgie, les souvenirs. Ma copine me l'a montré et je fais oh là là là. Pourquoi c'est culte? LOL, ça n'a pas hyper bien vieilli. Et en plus c'est un film spécifiquement justement transgénérationnel parce que c'est le film pour que les mamans de l'époque disent bah oui, bah moi c'était la boom. C'est le passage de témoin. C'est ça, puis. Mais je pense qu'en vrai on va montrer c'est quand le film est culte pour nous, on va le montrer à quelqu'un, genre ça marche même pour aujourd'hui. Si il y a un film qui paraît culte, il faut que tu ailles le voir, quoi. Et des fois il y a des gens qui vont le voir, ce qui arrive rarement quand tu proposes un film, mais des fois ça le fait. Donc je pense que c'est un passage de témoin en fait, c'est ça. On partage la réplique comme ça, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'un film peut devenir culte ou même être culte sans avoir de réplique vraiment marquante comme ça qui signe un peu le film? Alors bonne question, sachant que moi je retiens pas les répliques de toute façon. Mais oui, il y en a. Mais après c'est vrai que... notamment les films américains. Parce qu'on retient souvent les répliques en français. Enfin, c'est rare qu'on balance une réplique en anglais comme ça. Oui, mais même, au pire, tu l'as dans la VF, mais tu vois, genre Titanic, je suis le roi du monde, que tu l'as en français ou en anglais. I'll be back dans Terminator, je suis ton père, on disait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, là, on cite les films très cultes, mais c'est vrai que, par exemple, Pulp Fiction, on peut isoler des répliques en VO ou en VF, mais je suis pas sûr que ça saute aux yeux, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de répliques cultes, mais il y a des dialogues plus cultes. Bah, en plus, il y a un truc qui est spécifique d'ailleurs au film de Tarantino, c'est que en plus il mettait sur les BO des extraits de dialogues qui participent encore plus à retenir certains dialogues. Enfin, je sais que par exemple son monologue au début de Reservoir Dogs, je l'ai beaucoup écouté entre deux morceaux de la BO. C'est des trucs quand même qui sont très spécifiques, quoi. C'est précis aussi. Zed is dead, machin. C'est difficile de le replacer dans le contexte. Dans Pulp Fiction, il y a la scène du burger, le cheeseburger. Oui, alors il y a ça. Il y a sur le Big Mac, effectivement. Et puis celle de Bruce Willis, en vrai, quand il finit par se sortir de là où il est dans la cave avec le gars là, méga chelou, il lui dit un truc plein d'insultes, et en anglais et en français. Et je sais qu'il ouais, quelque chose. Et c'est en français, je vais te la faire façon bien moyenâgeuse. Oui, un truc un peu comme ça. Mais même il a tout un truc où il dit. Enfin bref. Je vais pas le dire parce que c'est vraiment hardcore. Je vais mettre l'extrait. Vraiment, il faut biper. Mais ouais, ça revient, mais c'est pas comment dire évident. Si t'es pas un fan de ce film-là particulièrement, ça te revient pas aussi facilement. Mais je pense que c'est plus le dialogue en fait qui est culte que juste la réplique. Ouais. C'est l'ensemble qui fait le tout. C'est tellement précis dans l'écriture. Mais c'est vrai que par exemple tout l'échange sur et en plus moi je l'ai un peu en tête en anglais, mais l'échange sur les burgers en Europe, enfin sur McDonald's. I'm talking about a glass of beer, and in Paris you can buy beer in McDonald's, and you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Il est trop long en fait, il n'y a pas une réplique spécifique. Et même ça se rapproche plus de la vérité finalement. C'est plus d'une conversation qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Ouais. Qu'une réplique culte, c'est plus. On va même si c'est dans un style beaucoup trop littéraire. Enfin, personne ne s'exprime aussi bien finalement. Oui, mais en fait là on est encore dans un film très, très écrit. Ouais. Donc on pourrait envisager qu'il y ait des répliques cultes, mais je pense à Un jour sans fin par exemple, qui est une comédie culte. Je pourrais pas citer forcément de répliques. Si, moi aussi.
Il est 8h du matin, il a un canard. T'as des bottes, mon pote, t'as attrapé des bottes. Oui, bon, il y en a un peu que... Il y a toujours des choses qu'on retient parce qu'on voit le film en boucle. Et c'est pour ça, en continuant à y penser, je pense vraiment que... En tout cas, c'est pas du tout spécifique au cinéma français et le cinéma américain et dans tous les genres, tu vois, Court Forest, il y a beaucoup de... Retour vers le futur, tu vas voir... Après... Mais peut-être dans les films d'horreur, certains films d'horreur, mais encore pareil, dans les films d'horreur, je pense il y a ça peut, on n'est pas obligé de forcément avoir des répliques, mais ça peut aider. Mais pour faire référence à l'épisode précédent de C'est quoi ta ref, on parle des musiques, et aussi la musique peut rendre un film culte. Et donc en fait ça dépend, il y a tellement de choses qui fait qu'un film peut devenir culte, que des fois la réplique peut passer au travers, des fois ça peut être le film, la musique, enfin c'est un ensemble. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que dans la définition qu'on donne au culte, il y a la manière dont le film rejaillit dans la vie quotidienne en fait. Donc il y a potentiellement tous les éléments de promo du film, par exemple les affiches, les choses comme ça, le fait de... je sais pas, un film comme Orange Mécanique, tu vas pouvoir avoir des visuels ou des éléments du film qui vont rejaillir. La musique d'Orange Mécanique, comme c'est Beethoven, ça peut être associé au film, mais ça vit aussi complètement indépendamment. Moi en tout cas j'ai pas en tête de réplique particulière, mais c'est clairement un film culte qui peut réapparaître dans la vie par des manières différentes. En parlant de répliques qui réapparaissent dans la vie de manière différente, par exemple, je me souviens que dans les manifs des Gilets jaunes, il y avait eu une pancarte « On en a gros ». Et elle était de part... Enfin, elle avait un peu tourné en France. En fait, ils sont plus nombreux que ce que je disais. Tu vois, ils sont de partout, hein, vraiment. Donc non, c'est clair. Je pense que c'est ça aussi, c'est quand ça rejaillit ailleurs. On parlait de Martin Fourcade et tout, en vrai, tu vois, ça aussi c'est une preuve que c'est bien. Au final, je pense que les politiques, de temps en temps, qui vont faire un petit truc comme ça aussi pour paraître un peu... Valérie Pécresse a fait une très belle mise en perspective de la guerre des étoiles. Mais je pense que c'est quelque chose en fait au final qu'on contrôle pas vraiment, quoi. Parce qu'il peut y avoir des films qui sont pas ouf et qui ressortent une réplique on sait pas d'où elle sort et ça fait que le film est culte. Oui, je pense d'ailleurs qu'à l'écriture les scénaristes se disent pas forcément cette réplique va devenir culte, et c'est les gens qui la reçoivent de manière spontanée. Oui, et c'est aussi quelque chose dont on parlait dans la vidéo sur les Tontons Flingueurs. Il y a aussi tout le processus entre l'écriture et la restitution au spectateur, et un aspect très important, c'est la manière dont ça va être joué, quoi. Et c'est vrai que c'est pas pareil si c'est Charles Honegger qui dit I'll be back ou si c'est Jean-Paul Rouve, quoi. Enfin, c'est vrai. Comme ça peut être très marrant. Les tuches, tiens, bon exemple, les tuches. Pas mal de répliques cultes aussi dans les tuches, mais rien. Alors que le film. Bah non, après. Et c'est pareil, Jean-Paul Rouve raconte qu'ils n'avaient aucune prétention quand ils ont fait le film, c'était comme ça, et ça n'a pas forcément très très bien marché au début. Ça a fait 1 ou 2 millions d'entrées, je crois. Mais c'est quand c'est passé à la télé que c'est devenu quelque chose d'important. Ce qui est un phénomène, ça c'est assez fréquent en fait, qu'un film devienne culte a posteriori, quoi. Les bronzés font du ski, on fait moins d'entrées que... Je donne ça comme exemple, les deux bronzés sont devenus cultes à la télé, quoi, par les multi-rediffusions. Et c'est ça qui a permis aux 3 de cartonner en salle. C'est parce qu'il y avait le phénomène culte qui précédait, quoi. C'est ça qui a fait qu'il y a eu un 3 d'ailleurs. Et oui. Je suis allé le voir au cinéma. On passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. C'est forcément... Enfin, combien? 13 millions? Il y a eu énormément, je me souviens, c'est un truc de fou. C'est plus de 10 millions. Non, parce que du coup, vous décortiquez l'humour français sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Calmos. Tout à fait. Voilà. Comment vous est venue l'idée de créer cette chaîne YouTube pour parler de ça? Déjà, il faut dire qu'on a travaillé ensemble pendant presque une dizaine d'années sur Vodcaster, qui est le réseau social du cinéma. Et en fait, c'est là qu'on s'est connus et qu'on s'est rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt communs, donc notamment le cinéma et aussi les comédies françaises. Et en fait, on s'est rendu compte que sur YouTube, beaucoup de gens parlaient de cinéma, mais très peu de gens parlaient des comédies, et en particulier des comédies françaises. Et quand ça arrive, en général, c'est pour dire du mal à des comédies françaises, ou alors choisir une comédie française pour taper dessus. Et donc on s'est dit que c'était injuste. Les justiciers.
On a mis un petit masque et puis. C'est les Batman des comédies françaises. Donc ouais non ça a été vraiment ça notre approche. Avant de trouver le nom du format qui s'appelle Rigolo, on avait plusieurs titres de travail. Il y en avait un, je crois, c'était quelque chose comme la comédie c'est du sérieux. Enfin il y avait cette approche aussi de se dire allez c'est vrai que la comédie c'est un truc qui paraît trivial, mais en fait pour que ça fonctionne ça demande du travail, ça demande un savoir-faire. En plus, c'est un genre il y a beaucoup de comédies. C'est ça. Et donc, forcément, il y a beaucoup de navets, entre guillemets, mais il y en a qui sont très bons aussi. C'est ça. Et en fait, la technique, la mécanique qu'il y a derrière, et qu'est-ce qui fait la différence entre une comédie réussie, une comédie transgénérationnelle, une comédie culte et une comédie qui ne va pas marcher, ou alors qui va attirer des spectateurs à la sortie, mais qui ne va pas du tout rester dans les mémoires. Toutes ces questions c'est des choses intéressantes et il y a quelque chose aussi qu'on n'avait pas forcément anticipé mais qui est venu petit à petit au moment où on a fait les épisodes, c'est que c'est aussi un sujet intéressant pour parler plus largement des Français en fait. Comme c'est un genre très populaire, ça dit beaucoup de choses en fait des spectateurs. Et ça nous intéresse de l'explorer aussi. Et même de la génération aussi. C'est sur je veux dire, les comédies, on parlait tout à l'heure d'un Nana dans la ville, ça répond aussi à ce moment-là, pourquoi ça a eu du succès, parce que la société n'était pas du tout comme ça, comme aujourd'hui, là je veux dire, à l'époque, donc ça a fonctionné, et aujourd'hui, on a des comédies, ça reflète un peu l'époque aussi. Ça reflète totalement l'époque, ouais, c'est clair. On peut voyager dans le temps en regardant des anciennes comédies aussi. Mais sur vos vidéos, c'est clair qu'on voit que vous prenez ça au sérieux, parce que ça analyse. Non, mais c'est vrai, vous analysez beaucoup dans le détail et tout, ça doit prendre beaucoup de temps. Vous mettez du temps pour entre l'idée, le montage. C'est pour ça aussi qu'on publie assez peu de vidéos, parce que ça nous prend énormément de temps. Mais la qualité là. D'écriture. Merci. Ouais, c'est clair. Mais on passe effectivement beaucoup de temps à l'écriture. On essaye vraiment de soigner ça, d'essayer de développer des théories, de parler d'un certain nombre de thématiques qui se raccrochent au film qu'on a choisi de traiter, et puis de développer ça. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de temps au montage, parce que on veut essayer d'avoir un montage un peu dynamique, avec pas mal de références, essayer de trouver à chaque fois la meilleure scène qui va illustrer le propos. Et ce qui fait qu'au final, dans un épisode où on parle d'un film, sur les derniers épisodes, on cite quasiment on cite visuellement une centaine de films. Est-ce qu'il y a beaucoup de documentation, même ça passe aussi par des livres? Bien sûr, sur les thématiques, surtout quand c'est des sujets qu'on connaît un petit peu moins, mais on se documente dessus. Puis on aime bien relier, ce qu'on dit sur les comédies françaises, c'est vrai pour le rire en général, et il y a des gens qui ont écrit sur le rire depuis des siècles en fait, et c'est bien de relier tout ça ensemble. Et se baser sur des assises théoriques qui ont déjà été données en fait. On n'invente pas grand chose finalement. Et en fait, on se positionne vraiment sur YouTube dans les chaînes en fait de vulgarisation. C'est-à-dire que nous, notre démarche, c'est de partir d'un truc assez attractif, assez marrant, assez sympa. Mais que sur les 10-20 minutes que dure la vidéo, tu peux apprendre des trucs, et tu peux aussi donner des pistes qui vont donner envie de découvrir, quoi. Nous, ce qu'on préfère comme commentaire, c'est quelqu'un qui nous dit j'avais jamais entendu parler de Cuisine et Dépendance, j'ai regardé le film avec ma famille. J'ai mis sur ma watchlist. Donc cet aspect-là, c'est cool. C'est-à-dire qu'on a envie en fait de partager notre passion, donc de faire découvrir des films. Et nous aussi, on en profite souvent en écrivant les vidéos pour apprendre des trucs ou pour se plonger dans Bergson ou je sais pas quoi. Vous écrivez ensemble, c'est pas compliqué Ouais, pour le coup, on a eu le confinement en plein milieu de pas mal de... Trop bien. de notre écriture, donc on s'est vraiment habitué en fait à travailler à distance. Et on utilise beaucoup Google Drive par exemple, donc on a un Google Doc où on écrit en même temps dessus, on échange les idées. Et ça matche bien. Et ça marche bien, on parle beaucoup. Parfois, on arrive à des points de blocage où on se dit « Attends, là, c'est trop long, il faut qu'on s'appelle. » Mais vraiment, la plupart du temps, c'est par Slack, qui est un outil de chat qu'on échange. Et on a des très, très longues conversations sur chaque virgule des textes, quoi. Et vous vous donnez des devoirs? Faut que tu regardes ça? Ouais, ça, oui.
Il faut je dirais que chacun fait un peu son chemin de son côté, du coup on s'auto-alimente, on s'alimente l'un l'autre. Ouais. Après on a des manières de procéder, chacun un peu différentes. Bien sûr. Il y a un truc qui est pas mal finalement dans le fait qu'en tout cas sur ce format-là on met du temps à les écrire, c'est que ça ouvre davantage de chances aux coïncidences en fait. C'est-à-dire que ça arrive souvent que pendant l'écriture d'une vidéo, on voit un film ou on voit quelque chose et on se dit ah bah oui ça résonne avec ce qu'on est en train d'écrire. Vous prenez chacun un chemin différent et des fois les chemins ils se croisent, c'est ça? C'est un peu ça. Ce que je veux dire c'est que faudrait que j'ai un exemple précis mais il y en a pas qui me vient, mais sans le savoir, quelque chose qui n'a rien à voir en termes de référence, d'époque ou quoi, va en le rapprochant de notre sujet devenir très pertinent ou va pouvoir illustrer très bien et en fait ça pour le faire on bénéficie en fait du temps qu'on met à écrire parce que en fait si tu pars en tunnel sur par exemple Les Bronzés et tu te dis bon bah c'est le Splendide, on regarde que les films du Splendide, on parle que des films du Splendide, etc. Tu vas pas forcément avoir une référence qui n'a rien à voir mais en fait qui apporte beaucoup à la réflexion et qui met en perspective tel truc. Parce que c'est des personnages qu'on va retrouver dans d'autres films, des trucs comme ça, non ? Oui, et c'est aussi par exemple, pour comprendre les stéréotypes de la comédie française, souvent ce qui va être utile, c'est de les confronter à comment ils font les Américains. Donc, par exemple, pour rester sur l'exemple sur Les Bronzés, on réfléchit au thème des comédies de vacances dans le cinéma français. Comment ils font les Américains qui ont un rapport au voyage, aux vacances, qui est quand même assez différent de la France. Le rapport au congé payé aussi est très différent. Et pourtant, ils font aussi beaucoup de films de vacances. Mais les films de vacances américains sont différents. Et donc, même si c'est pas évident, en fait, au départ, en partant des Bronzés, d'aller voir un film américain sur... par exemple National Lampoon's Vacation, le fait de le voir va nous donner d'autres idées et va servir ça va refléter autre chose. C'est ça, c'est parfois le point de comparaison donne des idées. Et pour revenir sur une de vos vidéos rigolos, vous en avez fait une sur les répliques cultes, justement prenant le base les tontons flingueurs, et vous dites d'une réplique culte qui peut se jouer en 3 points: une excellente maîtrise de la langue, correspondre au personnage et le contexte. Comment vous avez déterminé ces points ? Alors, c'était... en fait, c'est une analyse qui concerne surtout Audiard, notamment pour la maîtrise de la langue, parce que lui, en fait, c'est un très très grand lecteur depuis tout jeune, et en fait, lui, son horizon, c'était Céline, c'était En fait, il a vraiment une culture très littéraire, quoi. Et c'est quand il a vu que Prévert faisait des scénarios, écrivait des scénarios, qu'il s'est dit moi aussi j'ai envie de faire ça. Et donc on est parti de lui au départ. Et on essaie d'avoir une réflexion un peu plus globale. Et c'est le fait qu'une réplique soit véhiculée par un personnage, c'est quelque chose que tous les scénaristes conseillent, en fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, le problème de toutes les comédies françaises qui ne marchent pas actuellement, c'est que souvent, il n'y a pas de personnage. T'as un high concept, par exemple, qui est super cool, mais en fait, tu n'arrives pas à trouver qui sont les véhicules pour emmener le spectateur, quoi. Et en fait, le contexte, ça va aussi avec le personnage. C'est-à-dire que si tu n'as pas de situation, en fait, ta réplique, elle peut pas opérer, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on disait de toute façon tout début de l'émission sur la chèvre, c'est exactement ça. Ce que j'allais dire. C'est ça, voilà. Donc en fait, c'est juste, c'est en réfléchissant sur le sujet et justement en lisant ce que des gens dont c'est le métier racontent de ce sujet, qu'on arrive à élaborer des... Et effectivement, dans cette réflexion, on a aussi avancé par la négative, c'est-à-dire que parfois c'est intéressant de voir justement les répliques cultes, les bonnes répliques, etc. Mais en fait, il faut aussi voir celles qui sont ratées. Parce qu'en fait, c'est en voyant celles qui sont ratées, tu te dis, qu'est-ce qui cloche là, alors que ça fonctionne très bien dans les tontons flingueurs. Et par cette comparaison-là, on arrive à mettre en place... C'est comme je disais, il faut voir des films mauvais pour se rendre compte qu'il y en a qui sont bien. Non mais c'est vrai, c'est hyper important. Je pense que dans la construction d'une cinéphilie, c'est important de voir en fait tout type de film. En fait, c'est pour
connaître le froid et le chaud, il faut aussi voir du tiède. Alors, en fait, faut. D'ailleurs, c'est une belle phrase. Ça. Non, mais c'est très important. Et d'ailleurs, l'essentiel des films qu'on voit, souvent ils sont ni très mauvais ni très bons. Ils sont juste un peu moyens, quoi. Et parfois, tu vas retenir certaines choses. En fait, construire une cinéphilie où tu vois que des bons films, t'as plus de notion de rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, ça te met ton plus mauvais film, ça va être un très bon film. Donc du coup, ça va te créer un décalage finalement. Et puis même, enfin, les très bons films, on les apprécie parce qu'on en a vu des mauvais. On s'en sert des mauvais toute l'année. Non, mais nous, surtout dans notre position où on essaie d'analyser ce qui fait une bonne comédie. Quand on voit une mauvaise comédie, en fait, on arrive à identifier ce qui aurait pu être mieux, en fait. Alors que quand tu vois une bonne comédie, c'est compliqué de faire le chemin inverse, en fait. De déconstruire le truc en se disant comment ça se fait que c'est un succès. C'est hyper dur d'expliquer un succès, en fait. Par contre, c'est plus facile, je pense, d'expliquer ce qui ne va pas dans un film, quoi. Ouais, c'est plus... Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens... ça, je sais pourquoi j'aime pas. Mais ça, pourquoi j'aime. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que Francis Weber aurait fait de mieux s'il avait écrit j'ai pas cité d'exemple, mais il y en a plein. Et du coup, dans une de vos vidéos, vous parlez de l'importance du dialoguiste, notamment dans Les Tontons Flingueurs, Audiard, ça. Oui. Ouais. Je peux en dire une bêtise. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce qu'est un dialoguiste ? En fait, le truc qu'on notait, c'est que pendant longtemps, dans le cinéma français, ça a été un poste spécifique mentionné au générique, etc. Pour plein de raisons, c'est de plus en plus rare et maintenant, de manière assez courante, en fait, les dialogues sont écrits par les scénaristes. Et il y a plus trop de différence entre là où les personnes qui écrivent du coup l'intrigue, le scénario dans sa structure, et qui passent ensuite à ce qu'on appelle le dialogué, donc le fait de transférer ça en dialogue et en réplique, et c'est ce qui va être lu par en tout cas joué par les comédiens. Et il y a une tradition dans le cinéma français en particulier, et depuis le début du parlant, de donner un rôle important au dialoguiste. Donc c'est la personne qui, on lui dit, il y a une scène, il se passe ça entre les deux personnages, mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Et ça va être écrit. Dans l'histoire du cinéma, il y a au début du parlant, il y a un courant important dans le cinéma français qui s'appelle le réalisme poétique, avec des films, le grand film de cette époque, par exemple, c'est Les Enfants du Paradis. Les films de cette époque sont tournés avec beaucoup de moyens en studio. Donc c'est pour ça qu'on dit réalisme poétique, c'est-à-dire que ça va toucher pas mal de sujets du quotidien, des personnages de la rue, des voyous, et tout la richesse sociale de l'époque. Et en fait, au dialogue, on va retrouver des poètes, et notamment Jacques Prévert et quelques autres qui vont faire vraiment le style de ce cinéma, avec un parler qui emprunte beaucoup au langage populaire et en même temps qui le place dans un registre poétique. Donc on va avoir et il y a par exemple une réplique culte dans Les Enfants du Paradis qui est et c'est une réplique c'est dit ironiquement, enfin quand moi je vais essayer de la redire, ça va paraître peut-être romantique, mais c'est elle dit Paris est si petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Bon, elle le dit avec une gouaille, machin, mais ça paraît beau, sauf qu'elle le dit pour se foutre de la gueule du gars. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard. Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Voilà, c'est ce type de registre, ce type de choses. Et en fait, avec le temps, ce poste du dialoguiste c'est un petit peu perdu, même s'il arrive, j'ai pas d'exemple récent, mais ça arrive que... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un dialoguiste, mais en réalité ce que tu dis d'emprunter du langage populaire pour le remettre dans un truc qui pourrait être politique ou en l'occurrence médiéval, en vrai dans Kaamelott c'est un peu ce qu'il fait. Bien sûr, de toute façon Astier, je sais pas s'il se revendique officiellement, mais en tout cas c'est évident que Audiard a eu une importance sur on est d'accord que c'est Audiard qui a écrit les acteurs aussi.
Ou non, pas c'est Non, pas Audiard, c'est pas Audiard. c'est Blier. C'est Blier. Mais oui, bah c'est Blier. Mais Blier aussi, Blier descend aussi d'Audiard dans le style. De toute façon, Blier aussi, Bertrand Blier, le fils de Bernard Blier, qui était un des grands acteurs de Michel Audiard, un de ceux qu'on explique aussi dans la vidéo, maîtrisait le mieux la manière de parler, cette sorte de gouaille un peu parisienne, très virile en fait, qui fonctionnait bien sur les dialogues d'Audiard. Et ce style-là, très spécifique, c'est un dérivé de ça qu'on retrouve dans Kaamelott. Et dans Kaamelott, il y a cet ajout, ce décalage comique qui est de faire parler des mecs du Moyen-Âge comme des personnages d'Audiard. C'est ça qui est marrant. Et donc oui, il y a cette filiation-là qui passe effectivement par Blier, qui était aussi quelqu'un qui allait chercher... Mais voilà, par exemple, Blier, c'est un exemple d'un cinéaste qui arrive du coup après cette grande période des dialoguistes. Il arrive après la Nouvelle Vague, et la Nouvelle Vague a marqué un tournant où le cinéma français se met à faire des films moins chers, tournés avec des caméras plus légères dans la rue, et va chercher une autre forme de réalisme qui va être parfois des choses justement moins écrites. Et surtout, c'est un autre courant, quoi. Surtout, à partir de la Nouvelle Vague, le scénariste et aussi le réalisateur et aussi le dialoguiste, en fait, c'est l'auteur fait tout. L'auteur. Donc en fait, et la notion d'auteur va un peu tout écraser. Du coup, le dialoguiste, ça fait un peu... Ça tient à une époque, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a plus, c'est que ça marche plus comme ça. Mais ça pourrait, voire ça devrait refonctionner comme ça, parce que en fait, disons que le cinéma c'est enrichi et c'est explosé en plusieurs pôles, en plusieurs tendances. Parce qu'il y a eu donc des films d'auteur qui parfois peuvent être très écrits mais par une vision globale qui met ensemble le texte, l'image, etc. Il y a aussi le cinéma au contraire très réaliste dans la veine de Piala ou peut-être Keshish plus tard, qui va avoir un rapport différent au dialogue et qui va faire des choses moins écrites, va donner plus de liberté aux acteurs. Et donc on va avoir des manières de parler et des manières de jouer qui à mon avis sont pas très adaptées à sortir de la réplique culte, encore que, mais et puis au milieu de ça on a un retour des comédies très produites dans lequel normalement il faut de la punchline non, mais en fait c'est un ensemble, c'est-à-dire que comme disait Hugo tout à l'heure, il faut aussi des personnages, c'est-à-dire que tu peux pas isoler même par exemple, en France on a plein de très bons punchliners, c'est les rappeurs, c'est-à-dire que finalement si on va très très loin dans la descendance des auteurs de l'époque, on pourrait réinventer un nouveau réalisme poétique de 2022, alors en prenant Necfeu à la place de Prévert. Enfin, on pourrait imaginer des trucs comme ça. Ah, mais c'est vrai, hein, franchement. Non, mais on a aussi des acteurs qui savent faire ça. Genre Poulvord ou Jonathan Cohen. Poulvord, qui vont être... Mais alors eux, dans leur propre construction, de leur propre langue, etc. C'est ça. Et en fait, l'acteur devient aussi l'auteur du film, ce qui se faisait pas du tout dans les années 50-60, ou là... Enfin, 50-40. En termes d'impro, c'est ça ? Ouais, enfin, Gabin, il a jamais rien improvisé, quoi. Enfin, à la limite, il pouvait discuter avec le scénariste pour dire « Ah, ça, je préférais le dire comme ça, etc. » Mais en tout cas, on n'improvisait pas dans les années 50. Parce que c'est l'acteur aussi, il porte la réplique. Et comme tu dis, je sais pas si... En vrai, Jonathan Cohen, il a tellement à phraser que même s'il improviserait pas, je pense que tu lui mets une bonne réplique, ça peut devenir une réplique culte. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, de toute façon, on l'aurait laissé improviser, peut-être que ça aurait marché aussi. Après, ce qui était bien avec Audiard, c'est qu'il connaissait très bien les acteurs pour qui il écrivait. Il buvait des coups avec eux, il se faisait des gueuletons tous les soirs. et du coup, il savait quoi faire dire à qui. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a des teams de scénaristes qui marchent bien avec Jonathan Cohen ou avec les acteurs d'aujourd'hui. Sûrement. Je sais que Jonathan Cohen, il écrit aussi lui-même. Par exemple. Que ce soit pour La Flamme ou Serge Le Mito, etc. On retrouve souvent les mêmes groupes d'auteurs. Oui. Et lui écrit lui-même. Ils savent comment fonctionner ensemble. Ouais, parce que c'était Navo, Flaubert et... Alors, nouveau, c'était sur Serge Le Mito. Sur Serge Le Mito, après, ouais,
Mais justement, sur la question que je me pose sur Jonathan Cohen, c'est est-ce que c'est pas juste une trame qu'il a et après c'est lui qui invente tout sur place quoi. Sur Serge le Mito aussi c'est sûr parce que Navo c'est ce qu'il nous avait dit. Il marchait en plusieurs étapes. Et, première étape c'était il faisait sans couper. Après il prenait ce qu'il gardait, il disait tu pourrais peut-être partir dans ce chemin là. Ouais. Juste ils indiquaient en fait le chemin et après il disait il était tellement fort Jonathan Cohen que Moi j'étais comme toi, tu vois, j'avais des bêtes de notes et tout. Moi j'avais 20 de moyenne. Le mec, il y a une dictée, j'ai eu un 21 un jour. Parce que j'ai créé un mot. Et la meuf, la prof, elle est là, elle me fait mais c'est quoi ce... Ok, c'est bon, c'est comme ça que ça devait s'écrire. Du coup, il me semblait qu'il y avait un film Serge le Mito en préparation. Et justement, je me posais la question comment t'adaptes ce dispositif-là en film en fait. Ça va pas être une impro d'une heure et demie quoi. Ouais, c'est serait pas long finalement comme film. Bah, je me dis, le fait que ça fonctionne, je trouve le format Serge le Mito, c'est peut-être personnel, hein, mais c'est que c'est court. Et que peut-être une heure trente de mais il Mito. y a une histoire un peu, si tu regardes dans le Serge le Mytho, à la fin. Oui, je sais, avec. Ouais, mais en fait, dans un film, il faudra vraiment la raconter cette histoire. Avec d'autres personnages. Et une impro d'une heure et demie de Serge le Mytho, au bout d'un moment, c'est trop long. On verra. À voir, ouais. Et d'ailleurs, une petite question, on en est où de cette déprime cinéphilique? Moi elle s'entretient visiblement. Non mais pas tant que ça parce que j'ai eu un enfant donc ça ralentit le fait d'aller au cinéma et en même temps après je me suis mis à revoir des films beaucoup plus en donnant des biberons et quoi. Alors par contre je regarde les films en découpé. Oui, c'est une série. C'est autre chose. Et je crois avoir identifié une des raisons en fait pour expliquer. Alors je sais plus ce que je disais sur la déprime cinéphilique. J'avais l'impression qu'il y avait plus de bons films en fait qui sortaient. C'est ça. T'avais vu Le Silence des agneaux et tu t'es dit putain ça existe plus des films comme ça. Plus des films comme ça. En fait je pense que un des problèmes avec ça c'est que effectivement je pense que de toute façon, mathématiquement, à l'affiche, dans les nouveautés, il y a moins de bons films que dans l'histoire du cinéma. Et le risque, en fait, c'est que quand on se tourne uniquement vers la nouveauté, ou même dans la nouveauté de ce que j'ai pas encore vu dans l'histoire du cinéma, plus je creuse, plus les trucs qui vont vraiment me plaire, en fait, je les ai déjà vus. Et il faudrait que je m'autorise à revoir ce qui est très bien, quoi. Et à revoir un peu plus. Donc il faut que je m'aménage un peu plus de temps pour revoir les films que j'aime. Et c'est vrai que pendant un moment, en fait, je creusais à la recherche d'une nouvelle excitation, de retrouver la découverte d'un grand cinéaste, mais ça arrive, ça continue d'arriver, donc tout est ça se soigne alors. Ça se soigne, il faut mettre ça de côté. Mais vous allez au cinéma régulièrement Oui, enfin toi moins du coup. Du coup moins, mais en fait moins parce que j'y allais vraiment très régulièrement. Mais je continue là maintenant. Rassurez-moi, vous regardez pas que des comédies. Non. Et moi c'est par période en fait. Il y a des moments où je vais voir 3-4 films par semaine, et puis d'autres moments où je sais pas, peut-être parce qu'il y a moins de trucs qui m'inspirent à l'affiche, et en fait ça s'auto-alimente, c'est-à-dire que quand t'es habitué d'aller au cinéma, t'as une sorte de manque si pendant une semaine t'y vas pas. Et c'est pareil si t'y vas plus, finalement, pendant le confinement, finalement, je suis pas allé au cinéma comme tout le monde, et je suis pas retourné forcément tout de suite, ou alors pas autant qu'avant. Et là, je vais voir surtout des films quand il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, ou alors quand j'ai rien à faire un soir, je me dis tiens, je vais aller au cinéma. C'est vrai que c'est une activité pas mal par défaut quand même. Et est-ce que du coup le fait de décortiquer les comédies comme ça et tout, ça vous les fait un peu moins apprécier au bout d'un moment, tellement vous connaissez les ficelles du truc et tout, au bout d'un moment on se dit je vois où il a voulu aller, un peu comme un comique qui un magicien. Un magicien connaît les tours. Justement ça peut sauver ça, c'est-à-dire t'es dans une comédie vraiment vraiment nulle, du coup ça peut t'occuper d'essayer de comprendre pourquoi c'est un fiasco. Voilà. Elle est dure. Je suis dans un film, comment s'occuper. On va faire autre chose. Ça arrive souvent que je sois dans un film et je me dis je m'ennuie vraiment et j'essaie de m'occuper quoi. Donc il y a plein de manières de s'occuper devant un film. Tu peux penser à des trucs comme se barrer. Ouais, non mais ça non, je le fais très rarement. Ouais, mais c'est vrai que c'est une option aussi. Et est-ce que vous pensez que le genre de la comédie va évoluer?
Et si oui, c'est quoi vos paris Je pense qu'il y a quand même des ficelles de la comédie qui vont jamais changer. Ouais. C'est-à-dire que, notamment on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui tombe, par exemple, c'est marrant. Après, il y a des façons de le mettre en scène, et c'est peut-être là où la comédie évolue. C'est-à-dire que on met pas en scène une chute aujourd'hui comme Chaplin le faisait il y a 100 ans. Parce que moi je suis pas un fou de Chaplin. Je trouve que ça a vraiment beaucoup vieilli, et je ris jamais devant Chaplin. Et donc, après, tous les films ne sont pas des films dans lesquels les gens chutent, sinon ça serait un peu chiant. Il y a aussi des courants... j'ai l'impression que, par exemple, la comédie absurde à la Dupieux se fait de plus en plus. Ouais. J'ai vu notamment Zai la semaine dernière, qui ressemble un peu à ce que lui fait. Bon, aussi parce que c'est une adaptation d'une BD très absurde. J'ai un peu plus ri sur la BD, finalement. Ouais, je trouve que c'était pas une bonne idée de faire une adaptation de cette BD. Après, c'est... en partant de ce présupposé qui est une mauvaise idée à mon avis, il arrive à s'en sortir plutôt honorablement, mais oui, il y a des courants et moi sur l'évolution de la comédie, en fait, je m'intéresse pas mal à ce qu'apporte en fait Internet, et la manière en fait dont les formats en fait ouvrent des possibilités à des nouvelles formes de comédie. On parlait de TikTok tout à l'heure, mais en fait les formats très courts vidéo vont déclencher certaines vocations, certaines choses. En fait, même tout l'humour Internet est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a une grosse partie de l'humour contemporain en fait qui repose sur le texte, qui repose sur du texte qu'on lit, ce qui est quand même assez particulier, sur le rapport à l'image, la manière aussi de détourner des images, le comique de répétition et le comique de référence aussi, c'est des choses qui prennent beaucoup plus de place. Et après, ma réflexion, c'est comment potentiellement ça rejaillit sur le cinéma. J'ai vu un film récemment, et le film s'appelle Fils de Plouc. Et, ils ont gagné des prix, je crois. Ils ont gagné des prix, et c'est... je sais pas où ils ont gagné des prix, mais il me semble qu'ils en ont gagné. Et en gros, ils partent à la recherche du chien de leur mère qui a été plus ou moins kidnappé. Enfin, ils l'ont perdu, ils doivent le retrouver. Et ils partent dans une aventure. Dans une quête, une aventure complètement absurde, très bas du front et très conne. Et il y a plein de rebondissements, tous plus abusés les uns que les autres. Et en fait, il y a aussi des choses parfois très discrètes, mais dans l'image, dans la liberté du montage, de faire des incrustations dans l'image pour rajouter une image, des choses comme ça, qui correspondent même pas à ce qu'on voit spécifiquement sur le mot Internet, mais qui me semble être... hérité d'une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une liberté plastique avec les images qui est vraiment totale. Et je trouve que le cinéma s'en est pas encore aussi bien emparé que Internet le fait au quotidien. Et je trouve ça intéressant en fait de voir des gens qui explosent les règles à nouveau du cinéma. C'est-à-dire que l'histoire du cinéma s'est construite comme ça, en explosant les règles. Et je trouve qu'on est aujourd'hui dans un cinéma qui est très réactionnaire, quoi. Enfin, on a des blockbusters qui sont tous plus insipides les uns que les autres, qui en plus rentrent dans une vague de pseudo-pastiches du cinéma d'il y a 20 ou 30 ans. Ouais. Ce que je trouve fou aussi, c'est que tu parles de TikTok et tout ça, de tout ce qui est format court, et j'ai l'impression que plus on tend vers les formats courts, plus au cinéma les films sont longs. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Mais non, c'est presque 2 heures. Sur les comédies, on reste quand même autour d'1 heure et demie. Ouais. Sauf les comédies de Guillaume Canet. Les films de Guillaume Canet sont toujours très longs. Mais non, c'est vrai que le dernier OSS, il dure près de 2 heures aussi, je crois. Ouais. Mais mais après, je trouve justement comme un film dure 1 heure et demie, je pense que si on faisait du Squeezie pendant 1 heure et demie, ce serait complètement indigeste. Mais moi, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut bêtement reproduire les formats qui existent en vidéo. En fait, chaque type d'humour, chaque création correspond à son format. C'est-à-dire que une blague sur Twitter correspond au fait que c'est une blague sur Twitter. Un gag sur TikTok
correspond au fait que c'est ça. Donc, et c'est pour ça que le risque de la transposition, c'est de vouloir de trop conserver la matière originale, alors qu'il faut complètement la réinventer. Ce que je voudrais voir aller vers le cinéma, c'est la liberté de création qui existe, et le fait d'assumer le fait qu'on peut tout faire avec l'image, avec le numérique, et ça c'est paradoxalement c'est presque plus un désir de spectateur qu'un désir de créateur, parce que c'est vrai que quand on parle de cinéma, nous en tant que cinéphiles, mes références restent des formats classiques structurés, et un format classique. Je trouve ça dans le cinéma justement de Dupieux, où je trouve qu'ils arrivent vachement à casser les codes, et il a réussi à me faire comprendre qu'en fait le cinéma c'est du cinéma et que tu peux faire ce que tu veux. Je pense notamment c'est Robert là, le pneu tueur. Ça, j'ai trouvé ça incroyable en fait. Je me dis, mais en fait le cinéma tu fais ce que tu veux. Ouais. Et c'est vrai que peut-être dans les comédies d'aujourd'hui on fait pas assez ce qu'on veut. Mais même sans parler de comédie, je trouve qu'il y a quand même une petite porte qui s'ouvre là-dedans, ne serait-ce que pour un film. Alors je l'ai pas vu, mais je sais de quoi ça parle, et je sais à peu près ce qui se passe dedans. Mais par exemple Titan, ça reste un film. C'est pas trop une comédie. Non, mais justement, c'est pour dire qu'il n'y a pas que. Ouais, il y a des passages drôles, et volontairement drôles. Hein. Donc c'est un petit peu comique, par moment. C'est une scène comique, à un moment, elle s'accroche les cheveux dans le piercing au téton de sa copine. Ah, c'est comique. On peut tout faire. C'est pas de ça que je parlais. Mais on peut tout faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait que ce film-là ait eu la Palme d'Or, mine de rien, ça veut aussi dire, genre, bon, le cinéma un peu différent, c'est quand même un peu différent, bah c'est ok aussi. Donc il y a quand même, je trouve, comme un côté où ça se démocratise. Ça me fait penser au film Teddy aussi, que t'avais vu, c'est un truc un peu de genre, mine de rien, ce truc-là. Ouais. Où le gars devient plus ou moins un loup-garou. Alors que ça part dans un truc au début. Ah, mais j'aimerais bien, moi, pareil que les comédies. Le cinéma de genre, il y en a toujours eu. C'est pas, enfin, il y a pas de révolution formelle dans ces films-là. Mais après, il n'y a jamais eu non plus de révolution formelle dans la comédie. Par exemple, dans La Cité de la Peur, ils reconduisaient de ce que les As avaient déjà fait, etc. Mais effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ça manque de gens qui voudraient refaire La Cité de la Peur, mais en mode 2022, par exemple. Parce qu'on a... Enfin, je pense que les producteurs ont peur que ça ne fonctionne pas. Si par exemple Mr. V avait carte blanche pour faire un film, je pense qu'il ferait quelque chose qui, dans l'esprit, ressemblerait à ces vidéos. Sauf que personne ne va lui laisser faire ça. Sauf si vraiment il met... sur la table 10 millions. Si tu regardes La Cité de la Peur, c'est juste même... ça n'a pas été bien reçu, et c'est juste les producteurs, ils ont pris un risque, quoi. Et ça a été bien reçu. C'est parce que Chabat sortait de Mission Cléopâtre, et il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Mais du coup, il faut réussir avec les producteurs aussi. En fait, c'est Olivier Barou ou Danny Boone qui ont la responsabilité d'aller vers autre chose. Ouais. Sachant qu'Olivier Barou, il faisait avec Pamela Rose ou des trucs comme ça, c'était des films quand même assez audacieux. Un de mes films préférés. À juste titre. Ouais. Vous allez avoir du mal à me croire. Pamela Rose possède une photo de moi. Qu'est-ce que vous me racontez? Bah non, c'est incroyable. C'est une photo de moi. Bah non, c'est une photo de nous. Donc, ouais. Mais je pense que personne va inventer le nouvel humour. Parce que Dupieux, c'est pareil. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait Blier ou à ce que faisait Buñuel. Alors après, avec son état d'esprit à lui, ses blagues à lui, ses délires à lui. Mais il a rien inventé non plus. C'est absurde. Ouais. Comment ça évolue, mais aussi comment la société évolue, parce que c'est généralement un reflet de la société, quoi. Donc on va voir. On verra bien. Et à la question, comptez-vous écrire une comédie française, vous y répondez sous la forme d'un podcast. C'est le syndrome de Chambord. Comment vous avez venu l'idée? Est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire un film et vous vous êtes dit tiens, on va le mettre sous forme de podcast, ou l'inverse, vous avez envie de faire un podcast? C'est un peu les deux. En fait, l'un et l'autre, on a toujours un peu écrit de notre côté des petits scénarios, des petites nouvelles, puis on a bossé dans la presse tous les deux. Donc on aime bien écrire de base. Et on voulait faire un podcast. Et on a cherché un format qui permettait de parler de cinéma sans être un podcast en plus sur le cinéma. Et donc on s'est dit comment on pourrait parler de cinéma de manière originale. Et puis on s'est dit tiens, et si
En fait, il y a l'idée, une partie du format qui est dérivé du nom en fait Calmos, qui est entre autres choses un hommage au film de Blier. Et il y a cette fameuse scène où il se réveille au milieu de la nuit pour manger du pâté et picoler un petit peu. Et on s'est dit déjà ça c'est une bonne situation. Donc c'est un peu d'ASMR aussi. C'est ça, c'est les gens qui aiment pas les bruits de bouche. Donc du coup c'était ça notre truc de départ. Tiens, on va jouer on va jouer le jeu à fond de ça, de se dire voilà, ces deux mecs qui sont en train de divaguer en mangeant et en picolant. C'était le point de départ, et puis est venu je sais plus trop dans quel sens, mais l'idée de dire bah tiens en fait on divague mais on écrit un film. Et on capte ça et on le remonte et on en fait un truc qui en soi est une sorte de fiction méta, c'est-à-dire que c'est pas ou une fiction ou un docu-fiction ou je sais pas comment appeler ça, mais en fait ça crée une trame narrative qui est comment le film prend forme, et on suit d'un épisode à l'autre le film qu'on est en train de créer. Et donc ça a été ça l'idée derrière le... Et du coup à quel point c'est sérieux, je veux dire. Moi, j'attends qu'une chose, c'est les aventures de Hervé, Gérard et Anna. Nous aussi. Hein. Nous, on aimerait bien... ouais, voilà. Enfin, c'est sérieux au point où, si on va au bout du truc, ça pourrait vraiment être un film. Donc oui. Mais c'est compliqué de faire un film et tout. Et pour le moment, ça peut être bien aussi de montrer les galères, justement. C'est ça. Et donc, pour le moment, on est plutôt au début de l'aventure. Il y a même pas encore une première version terminée. Il y a la musique du film. Voilà, donc parfois, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Effectivement, donc il y a un titre, il y a une pseudo-affiche qui sert de jaquette au podcast. Mais voilà, en tout cas, c'est notre approche, et ça pourrait aussi exister éventuellement dans d'autres formats. C'est-à-dire qu'on pourrait prolonger à un certain point l'expérience, faire par exemple des repérages en vidéo, et donc aller sur les potentiels lieux de tournage tout en continuant des castings, faire des castings, faire des choses comme ça. Le film peut, en tout cas c'est le fond du projet, c'est de documenter et de rendre public et à la disposition tous les éléments de la construction du film avant qu'il existe. C'est ça le... Et ce que je trouve aussi trop cool, c'est que vous mettez beaucoup d'extraits et ça me fait penser à ce film là, et du coup ça donne envie de regarder plein de films, de dire il y a ça dans cette scène là, et vous vous dites faut regarder ce film pour avancer dans la scène, ou en fait c'est comme on discute sur... que vous avez tellement d'extraits dans votre tête. Comment vous faites un choix de... C'est complètement spontané, quoi. On discute sur notre projet, et en fait fatalement quand on parle d'une histoire, il y a des réminiscences qui nous viennent, et donc du coup on se dit bah tiens, ça me fait penser à... C'est souvent chez Blier d'ailleurs parce que notre film est assez bliéen en fait. Gérard. Voilà, Gérard. Et ouais, ça nous fait penser à plein de trucs, et comme à partir du moment où on essaie d'écrire un film, en fait on est forcément irrigué par tout un tas de films qu'on a déjà vus, et donc du coup de rêves, et donc du coup on en profite pour en parler. Parce qu'aussi, on sait que c'est aussi un podcast, et donc ça peut intéresser les gens. C'est pour ça que vous êtes aussi naturellement dirigé vers une comédie. Ça a été direct dès les premières phases. On fait une comédie en fait. C'est vrai que on a cette inclination là. Mais c'est une comédie avec des sentiments, quoi. Une comédie sentimentale. Ouais, on n'a pas de réplique culte pour l'instant. Bah non, on n'a pas commencé les dialogues. Il y a le guacamole. Je trouve le guacamole, il y a un truc avec la réplique culte. Ouais, on va essayer d'en faire quelque chose. Mais du coup, que ce soit dans le podcast ou dans les vidéos, surtout dans le format, et dans votre format rigolo, vous avez beaucoup, on en parlait tout à l'heure un peu de documentation. Et vous avez un stock du coup que vous épuisez, ou à chaque fois vous devez le renflouer et
pour un sujet, vous allez dire, ok, donc là, il y a tant de recherches à faire. Non, il y a des ouvrages de référence, notamment sur le rire, Bergson ou des gens comme ça. Mais après, sur chaque sujet, en fait, on se documente sur le sujet en particulier. Donc, par exemple, sur les bronzés, on s'est documenté sur le tourisme, sur... oui. Ouais, enfin, on essaie de creuser un maximum le sujet. Voilà. Et par exemple, sur les bronzés, on va aller regarder la revue de presse de ce que disaient les journalistes du film quand c'est sorti. Enfin, il y a tout un tas de choses à creuser sur chaque sujet, donc c'est infini. Est-ce que vous pensez sortir un peu du cadre de la comédie française ? Oui, complètement. Là. D'ailleurs, on bosse déjà sur une vidéo spécifiquement qui est ni sur un film français ni sur de la comédie en fait. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire. On a conçu en fait des nouveaux types de formats donc qui vont quand même pas mal ressembler à Rigolo dans le sens où ça reste du montage et de la voix off sur la chaîne YouTube. Mais oui, effectivement, en fait, on est cinéphile, pas forcément monomaniaque, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi. Après, on va voir aussi comment ça va être reçu et en fait, c'est différent, c'est-à-dire que quand le matériau de base est différent, ça a quelques implications et notamment là, on est en train sur le premier épisode qu'on est en train d'écrire, de se poser des questions sur qu'est-ce que ça a comme implication sur le ton, sur le rythme aussi, ou si on reste vraiment sur la même ligne que Rigolo, ça fonctionne pas forcément très bien. Et donc, il faut qu'on trouve la bonne formule. Voilà. Okay. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'après, on va faire et assez prochainement. Trop cool. Donc, ça fait partie de vos futurs projets. Donc, nouveau format de vidéo, c'est ça. Ouais. Sur la suite du syndrome de Chambord. Vous avez d'autres projets ? Vous avez des choses à nous dévoiler en exclusivité ? On travaille sur plusieurs nouveaux formats, en fait. Donc, on a déjà celui-là qui est bien avancé. Mais en fait, on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre pour on a un stock aussi d'idées, mais pas le temps de les faire. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. On a aussi le risque parfois de trop se disperser et d'avoir et que la nouvelle idée, alors qu'on n'a même pas fini le truc d'avant, on s'excite pour une nouvelle idée. Il y aura un mélange de deux idées, on va pas comprendre. Voilà. Mais ça arrive, ça, justement, qu'on finisse par fusionner des concepts ou des idées. Donc voilà, on a un petit stock de trucs. Là, on a sur un des formats quelque chose qui commence à prendre forme. Et puis, on espère pouvoir le sortir bientôt. Et puis, voir à YouTube ça se passe. Ouais, pour YouTube. Okay. En fait, là, on est un peu rentré dans la phase où, en fait, et c'est aussi pour ça qu'on a mis un petit peu le podcast de côté pendant un temps. C'est qu'on voudrait se concentrer un petit peu sur la chaîne YouTube. Parce que on n'est pas très loin en fait d'être dans d'atteindre le point où on pourrait s'y consacrer à plein temps, ce qui serait l'objectif parce que d'un coup ça déverrouillerait plein de choses quoi. Sachant qu'en attendant on continue à bosser par ailleurs et forcément ça nous coupe dans l'élan parce que on a nos semaines qui sont occupées par d'autres choses. Mais voilà, donc ça sera l'objectif. On vous le souhaite en tout cas. Merci. On vous suivra. Et allez les suivre aussi. Calmos, c'est ça. Il y a aussi calmos.net. Calmos.net, c'est le site sur lequel on peut s'abonner notamment à la newsletter qui elle aussi est en suspens pour la raison qu'on a déjà expliqué. Et depuis calmos.net, il me semble qu'il y a accès à tous les liens. Oui, ça résume tout ce qu'on fait en fait. Tout simplement. Pour nous connaître. Après, on dispatche partout. C'est ça. Bon, on arrive sur bientôt la fin de l'émission et on a pour habitude, nous déjà dans l'émission, je veux dire, dans l'émission dans lesquelles on s'échange nos rêves, de le faire. On va vous demander aussi ce qu'on appelle nous les rêves du futur, c'est-à-dire quelque chose que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, un objet culturel, ça peut être, je sais pas, une chaîne YouTube justement, un compte Insta, ce que vous voulez. Un chanteur. C'est pas forcément dans la réplique culte, mais qui vous dit que peut-être que plus tard, lui il vient. Il sera à suivre quoi. Ouais. Est-ce que vous avez ça? Comment? T'as une idée? Oui, moi j'avais pensé à un truc, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps, alors qui depuis a beaucoup progressé et commence à être un petit peu connue. C'est une jeune femme dont la chaîne s'appelle Ici Amy Plante.
qui est en fait elle est développeuse en cours de formation. Elle était à l'école 42 à Paris, je crois qu'elle a plus ou moins fini, ou j'ai pas trop bien suivi le truc. Et elle fait des types de vidéos très différents. Il y a certaines vidéos qui reposent justement sur ses compétences de dev, et donc elle va développer un petit jeu vidéo et expliquer comment ça fonctionne, etc. Il y a une très bonne vidéo qui explique justement comment tu rentres à l'école 42. Je ne connaissais pas du tout le principe. En fait, ils ont un système de sélection qu'elle explique très bien, et c'est un format d'école qui est justement pas très académique. Enfin, il y a un truc intéressant là-dedans. Et puis elle fait aussi des vidéos plus personnelles. C'est pas l'école où il reste une semaine ou je sais pas quoi. C'est ça, pendant une semaine, ça s'appelle la piscine. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et pendant une semaine, ils doivent faire un certain nombre de trucs qui m'échappent un peu, que je restituerai pas aussi bien que ce qu'elle explique dans la vidéo. Et donc elle a ce format, et puis elle a des vidéos un petit peu plus personnelles. Elle a notamment fait une vidéo, en fait elle est de l'origine roumaine, et elle a fait une vidéo où elle raconte en fait elle va sur les traces d'une photo ancienne d'elle quand elle était où elle était enfant sur la photo. Et donc elle va retrouver sa grand-mère, etc. Et en fait, ce que je trouve passionnant dans son style, c'est qu'elle a une manière, en fait un rapport au montage et au filmage que je trouve hyper intéressant, hyper libéré. Ça me fait penser à certains films d'Alain Cavalier, sur les derniers films qu'il a fait, enfin les films où en gros il est tout seul avec sa caméra, et il va avoir trouvé des libertés de montage, des trucs... Et je trouve ça hyper rafraîchissant, hyper inspirant en fait. Enfin, il y a vraiment une manière en fait de faire un peu ce qu'on veut avec la caméra. Et pour donner un exemple, je crois qu'une de ses dernières vidéos. Alors le problème, c'est qu'elle commence à avoir un peu du succès et donc à être un peu youtubeuse au sens complet du terme. Et donc par exemple, une de ses dernières vidéos, elle fait une sorte d'OP sponsor. Je sais plus pourquoi c'est. Et la vidéo en soi est pas forcément passionnante, mais il y a un moment de montage et de filmage que je trouve marrant. C'est elle se filme en train de raconter un truc, et elle a posé la caméra sur son ventre, et en fait pendant qu'elle raconte le truc, elle se met à rigoler, et du coup le plan bouge parce que la caméra est posée sur son ventre. Et je trouve que c'est une idée de cinéma en fait. Et voilà, donc c'est une super chaîne à découvrir, ça s'appelle Ici Amy Plant. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, donc c'est écrit, je crois, Ici Amy AMYPLANT. Sûrement une ref. C'est de avoir une ref que je n'ai pas. C'est les jeunes. C'est vrai que c'est les jeunes. On y revient. Ça me fait beaucoup marrer aussi le concept du cinéma dans le cinéma, où la caméra fait vraiment partie du film et tout. Ouais. Je sais plus, j'avais vu un court-métrage et c'est un truc d'inspecteur, il y a deux personnes qui parlent et t'entends. Tu te demandes ce que c'est, et en fait c'est le perchiste, il court, il est à la bourre, et donc t'entends le son de la perche, du coup tu vois pas ce qui se passe, et t'entends le gars qui fait et à la fin il est soufflé, je trouve l'idée trop forte. Je vais dire un musicien qui s'appelle Don Brandt, qui est pas très connu, il est assez âgé déjà, je crois qu'il a une bonne quarantaine. Et en fait, il a pas encore sorti d'album, mais depuis 2-3 ans, il sort des singles dédiés à des hommes politiques et des femmes politiques françaises. Et en fait, les seules paroles de ses chansons, c'est François Fillon ou Philippe Poutou ou Taubira ou Raffarin. Et la musique est vraiment trop bien. C'est de l'électronique, c'est quoi ? C'est de l'électro un peu à la Lindstrom, Todd Terje, enfin de l'électro-pop, disons. Et je conseille notamment Raffarin et Taubira, qui sont des morceaux excellents. Donc je pense que quand il va sortir son album, ça va peut-être faire un peu parler. En plus, on est en période d'élection. C'est le moment. Grave. Donc... en fait, il a sorti les titres un par un, mais pas encore l'album. Ouais. Ce sera le titre de l'émission, je conseille Raffarin. C'est vraiment le meilleur titre. Allez, tu peux mettre Taubira, c'est la 3. C'est trop bien. Trop bien. Attention, parce qu'on peut isoler la phrase. Ne manquez pas l'émission. Trop bien, Raffarin. Ok. Bon, bah trop cool, on ira écouter ça.
Pour finir, on propose un petit jeu. C'est quoi ta ref en? Donc c'est très rapide. On vous dit une catégorie et qu'est-ce qui vous vient sans réfléchir. Sans réfléchir, c'est votre ref. Ça marche? On fait un exemple. C'est quoi ta ref en réplique pas culte? Elle est dure. Ah ouais. Elle est dure. En réplique pas culte. Par exemple, passe-moi la pizza au beurre. Curieuse méthode. Ouais, voilà. C'est vrai. J'ai l'impression d'être pris dans les phares d'une voiture. C'est vrai. Cette phrase, elle est ça. culte, hein. Bah ça, c'est bon. Hein. C'est bon. Si j'ai l'impression. D'accord. Peut-être que quelqu'un l'a dit. Peut-être, c'est possible. Alors, c'est quoi vos refs en film triste? Mélancolia. Ok. Un monde parfait de Clint Eastwood. Ok. C'est quoi ta ref en musique pour se réveiller? Raffarin. Michael Jackson. Raffarin, c'est vraiment pas... Non, Michael Jackson. Ok. Alors moi, en ce moment, le matin, on fait écouter à ma fille une comptine grecque qui, parce qu'en fait, elle s'appelle Lily et dans la comptine, ça dit Lily pomme, Lily pomme. C'est un appel au secours là, non? Donc, je me réveille sur ça. Ok. C'est quoi ta ref en jeu de mots? Un jeu de mots. C'est Allons-y, allons-y. Non, Pierre le fou. Ah ouais. Pose le bon Comment je vais battre ça? Bien vu. Putain, j'ai pas moi. Un jeu de mots. Ou en blague de début de vidéo. Ah oui, c'est vrai, il y a pas mal. Allô, à l'huile? Ouais, c'est toute ma jeunesse, ça, c'est Dorothée. Ah, c'est pas mal, ouais. Je vais dire ça parce que j'ai pas d'autre inspiration. Parfait. En bouquin sur le cinéma. Ah, moi, c'est Hitchcock, Truffaut, les entretiens que je relis régulièrement et qui ont beaucoup compté dans ma découverte du cinéma. Et puis, bien sûr, Movieland a acheté ça. Oui, tout à fait. Attends, faut que je réfléchisse. J'ai beaucoup joué au jeu Movieland. Ah. Qui est très sympa. Merci. J'aime bien tous les livres de Gérard Depardieu. Ok. C'est quoi ta ref en ville de France? Lyon. Ouais, moi aussi. Moi, c'est 3. Ok. Mais c'est un peu de la triche, c'est nos villes natales. Mais bon, c'est vrai que c'est nos références finalement. Moi, c'est la plus belle ville de France, toi, non? Non, c'est pas c'est je plus soi. Vous n'avez pas de centre-ville avec des maisons à colombage et tout. Il y a pas de maison à colombage à Lyon? Il y a tout. Il y a des escaliers. Non, pas les mêmes colombages que chez nous. Il y a des escaliers. Comment vendre sa ville? Il y a des escaliers. C'est quoi vos refs en chaîne YouTube? Récemment, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Studio Binder sur le cinéma. C'est vraiment très très bien fait. Sur les techniques cinématographiques, sur qu'est-ce qui fait le style d'un réalisateur. Donc il y a une vidéo sur Tarantino, il y a une vidéo sur les frères Cohen et tout. C'est vraiment très très bien. Ok. Moi, j'ai pas un exemple qui me vient plus que les autres maintenant. Émile Plante, hein. Mais oui, j'en ai donné un. En fait, j'en regarde quand même beaucoup et j'aime beaucoup, même si ça fait, il a un rythme léger de vidéo mais masqué, qui fait des vidéos sur le rap. Notamment, il y avait un format La Recette que je trouve hyper bien foutu. Voilà, mais donc il a pas fait d'épisode depuis longtemps. Et puis maintenant il est disque d'or avec... Ah non, non justement, je dis ça, mais il était pas dans la bonne équipe. Ouais, il est dans une équipe qui a moins bien marché. Mais il est peut-être disque d'or. Mais il est peut-être disque d'or aussi. Official. C'est quoi vos rêves pour un bon vin pour un épisode du Syndrome de Chambord? Alors on prend vraiment le premier prix du Grand Prix. Ouais, non mais je choisis au nom moi. Enfin, j'aime bien je regarde l'étiquette au nom, je suis pas du tout connaisseur. Ouais, parfois je tentais le truc de prendre ceux qui ont des médailles d'or ou quoi, mais on m'a dit ils ont tous des médailles d'or. Ça vraiment rien, ce truc. C'est comme Disney, c'est tout le temps leur anniversaire. C'est clair. C'est quoi vos refs en goût de macaron? Vanille, ça existe ça? Oui. Ouais. Je suis pas original. Vraiment pas du tout vanille quoi. Macaron vanille. Ça existe. Si, je prends un truc de base. Non, je pense que Pizza Reine. Cassis c'est pas mal parce qu'il y a une petite acidité. Ouais, c'est un peu ça. Ah non. On est vraiment au premier degré. C'est vrai, il y a un vrai moi je réponds. Il y a un vrai débat qui s'instaure. Une vraie scission. On va goûter. Peut-être un nouveau débat pour la dernière, c'est quoi vos refs en podcast avec le mot ref dedans?
J'en connais qu'un, a priori. Bon, alors c'est la ref, pas mal. Excellent. Abonnez-vous. Tant vous l'êtes déjà si vous nous écoutez, je pense. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour avoir consacré tout ce temps avec nous. C'était trop cool, on a appris plein de choses et donc n'hésitez pas à aller suivre Calmos partout sur YouTube. Déjà, c'est déjà pas mal. Yes. Et vous renseigner sur son site calmos.net où là vous allez avoir tout. Et donc en tout cas, merci beaucoup et bonne journée. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas ce qu'on dit à la fin du podcast. On dit allons-y. C'est ça. Bonne journée. Et bonne vie à tous surtout. Ciao, bonsoir. Ça c'est un bon gimmick. Ciao, bonsoir. Faut avoir la ref. Les guignols de l'or. Au revoir.